Imaginez retrouver vos camarades d'école après 40 ans. L'idée semble géniale, non? Remplie de rires, de vieilles histoires et de bons souvenirs. Mais, au milieu de cette rencontre, quelque chose d'entièrement inattendu est arrivé. Un sombre secret a été révélé, et ce qui devait être une soirée tranquille est devenu une affaire policière, changeant à jamais la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Michel et de ses anciens camarades de classe. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un like pour nous soutenir et écouter d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Allons-y. Michel était un homme aux habitudes simples et routinières. À 60 ans, il croyait que sa vie continuerait paisiblement, sans grande surprise ni rebondissement. Employé de bureau dévoué, il était respecté pour sa ponctualité et son engagement au travail. À l'approche de la retraite, Michel commençait à rêver à des jours encore plus sereins aux côtés de son épouse, avec qui il partageait des décennies de complicité. Ensemble, ils avaient élevé 2 filles, aujourd'hui mariées, qui leur avaient donné 4 adorables petits-enfants. Les visites familiales étaient des moments de joie, et Michel avait l'impression que sa vie, bien que sans grandes aventures, était complète. La paix et la simplicité étaient tout ce qu'il jugeait nécessaire pour être heureux. Mais, comme la vie réserve toujours des surprises, une inattendue arriva de façon inhabituelle. Un après-midi d'été ordinaire, Michel reçut une lettre qui le transporta directement dans le passé. L'enveloppe, vieillie par le temps, contenait une invitation à une réunion d'anciens camarades de classe. Le message mentionnait une promesse qu'il se souvenait à peine d'avoir faite, se retrouver avec ses anciens camarades à 18 ans et à nouveau, à 60 ans. Il fut surpris d'apprendre que quelqu'un avait donné suite à cette idée, même après tant d'années. Michel montra la lettre à son épouse, qui sourit avec enthousiasme et l'encouragea à y aller. « Ça te fera du bien. Revoir de vieux amis, se remémorer des histoires. Qui sait, tu découvriras peut-être des choses oubliées en chemin, » dit-elle avec le ton chaleureux et encourageant qu'elle employait toujours avec lui. L'idée commença à éveiller un mélange d'émotions chez Michel. Il ressentit de la nostalgie en se remémorant des visages et des noms qui avaient disparu de sa vie depuis longtemps. Qui serait là? À quel point aurait-il changé? Quel chemin ses anciens camarades avaient-ils pris? Combien d'enfants et de petits-enfants aurait-il? Alors que ces questions tournaient dans son esprit, Michel ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine curiosité à l'idée de revivre ses jours de jeunesse, même si ce n'était que pour une nuit. Au fil des jours, il commença à imaginer ce qu'il pourrait découvrir. Peut-être entendrait-il des histoires de réussite, de défis surmontés, voire quelques confessions sur les choix que chacun avait faits au cours de leur vie. Michel n'était pas un homme qui appréciait les confrontations ou être au centre de l'attention, mais l'idée d'être simplement parmi de vieux camarades lui semblait réconfortante et même excitante. Ce que Michel ne savait pas, cependant, c'est que cette simple réunion, qu'il imaginait comme un plongeon nostalgique dans le passé, était sur le point de prendre une tournure complètement inattendue. Lorsque Michel arriva au restaurant où la réunion devait avoir lieu, il ne savait pas à quoi s'attendre. C'était un mélange de curiosité et d'anxiété qui faisait battre son cœur plus vite que d'habitude. Il fut l'un des premiers à arriver et trouva la salle réservée pratiquement vide. Il n'y avait qu'une autre personne, assise calmement, avec un regard distrait. Michel observa pendant quelques secondes, essayant de reconnaître le visage, mais rien ne lui vint à l'esprit. Après tant d'années, l'apparence des gens avait changé, et il n'avait aucune idée de qui était cet homme. Mais, avec un peu d'hésitation, il décida de s'approcher. « Salut, ça fait longtemps, hein? »« Moi, c'est Michel, » dit-il en forçant un sourire et en essayant de cacher son malaise. L'homme leva la tête, et ses yeux brillèrent d'une lueur qui semblait mêler reconnaissance et supériorité. Il répondit d'un ton décontracté, mais qui portait déjà une pointe de condescendance. « Ah, moi c'est Étienne. Ça fait un bail. » À ce moment-là, ce fut comme si le monde de Michel s'arrêtait. En entendant le nom Étienne, de vieux souvenirs envahirent son esprit, comme des scènes d'un film qu'il préférerait ne pas regarder. Il se retrouvait transporté à ses années de collège. Étienne, le garçon qui semblait tout avoir, beauté, intelligence, popularité. Le président du conseil des élèves qui charmait les professeurs et était adoré des filles. Mais parmi les garçons, c'était une autre histoire. Étienne n'était pas le leader charismatique qu'il prétendait être. Il était calculateur, manipulateur et surtout, cruel. Michel se souvint parfaitement d'une des nombreuses fois où il avait été humilié par Étienne. C'était un matin ordinaire,
et Michel marchait vers son bureau avec sa feuille d'exercice à la main, satisfait d'avoir bien travaillé. Soudain, Étienne apparut et arracha le papier de ses mains. Sans même hésiter, il effaça le nom de Michel avec une gomme et écrivit le sien. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Michel, incrédule, sentant son visage s'empourprer d'indignation. Étienne ne prit même pas la peine de cacher ce qu'il faisait. Il regarda Michel avec ce regard froid et méprisant que Michel n'oublierait jamais et répondit. « Tais-toi, minus insignifiant. Fais ce que je te dis. Tu peux bien ne pas rendre ton devoir. De toute façon, personne ne s'en soucie. » C'était ainsi que Étienne agissait, utilisant son charme et son influence pour manipuler, humilier et faire ce qu'il voulait, tout en s'en sortant toujours indemne. Il avait toute l'école dans la paume de sa main, tandis que Michel n'était qu'un garçon ordinaire, timide et sans courage pour l'affronter. Et ce n'était pas tout. Étienne semblait prendre un plaisir particulier à rendre la vie de Michel misérable. Il s'assurait de le traiter comme un serviteur, l'envoyant chercher des choses à la cantine, jetant son déjeuner quand personne ne regardait, et parfois allant jusqu'à lui voler de l'argent. Le pire, c'est que Étienne était bien trop malin pour se faire attraper. Il faisait passer tout cela pour des plaisanteries innocentes, que personne ne prenait au sérieux, mais Michel ressentait le poids de l'injustice chaque jour. Le temps passa, et Michel finit par se débarrasser de Étienne lorsque tous deux fréquentèrent des lycées différents. La dernière chose qu'il avait entendue, c'était que Étienne étudiait à l'étranger et n'avait pas assisté à la réunion de majorité. Pour Michel, cela avait été un soulagement. Étienne était quelqu'un qu'il espérait ne plus jamais revoir. Mais maintenant, 40 ans plus tard, il était là, assis dans la même pièce. Tous deux, désormais âgés, des hommes de 60 ans. À l'extérieur, le temps les avait changés tous les deux, mais, à l'intérieur, Michel sentait que la dynamique était restée la même. Son corps se raidit, comme s'il était encore dans la cour de l'école, avec Étienne prêt à l'humilier. Michel voulait croire que le comportement enfantin de Étienne appartenait au passé, que la maturité et les années vécues avaient apporté de la sagesse. Mais la sensation désagréable qui s'installait dans sa poitrine disait le contraire. La présence de Étienne était comme une ombre du passé que Michel n'avait jamais pu complètement dissiper. Il ne savait pas ce que cette réunion lui réservait, mais une chose était certaine. Quelque chose était sur le point de changer dans la vie de Michel, et il n'avait aucune idée de l'impact que cette nuit aurait. Étienne s'adressa à Michel avec une expression amicale, mais il y avait quelque chose que Michel n'arrivait pas à définir. Quelle nostalgie! Comment vas-tu, Michel? Pendant un instant, Michel voulut croire que le temps avait effacé cette ancienne cruauté. Peut-être que Étienne avait changé. Peut-être que la maturité avait apporté de l'humilité. Mais cette illusion ne dura pas longtemps. « Oh, mais, qui es-tu déjà » continua Étienne, avec un sourire malicieux. « Désolé, je ne me souviens généralement pas des figurants. » Les mots tranchèrent l'air comme une lame, résonnant dans la salle vide. Michel sentit la sueur froide envahir ses mains. C'était comme si les décennies qui les séparaient de la cour de l'école n'existaient pas. Étienne portait toujours le même mépris, cette même supériorité qui faisait se sentir Michel tout petit. Tout ce que Michel put faire, ce fut esquisser un sourire nerveux, un sourire qu'il connaissait trop bien, le même qu'il utilisait pour cacher son malaise et sa honte à l'époque de l'école. C'est alors qu'une voix chaleureuse retentit depuis la porte. « Michel, ça fait longtemps. » Michel se retourna rapidement et vit un homme plus âgé. Les marques du temps étaient là, mais le sourire était inoubliable. Il savait exactement qui c'était. « André » demanda-t-il, surpris et soulagé. « En personne. »« Ça fait tellement longtemps » répondit André avec un sourire accueillant, s'approchant et se plaçant à côté de Michel, presque comme une barrière entre lui et Étienne. À l'école, André était le seul à avoir eu le courage de tenir tête à Étienne et le seul à tendre la main à Michel quand il en avait besoin. Voir André là apporta un sentiment de sécurité que Michel n'avait pas ressenti depuis longtemps. Certaines choses ne changent vraiment pas, et cette fois, c'était réconfortant. Mais Étienne ne tarda pas à montrer qu'il était, sans aucun doute, toujours le même. Son sourire devint encore plus cynique alors qu'il regardait les deux ensemble. « Regardez-moi ça, les deux exclus toujours collés l'un à l'autre. » C'était quoi déjà? Les amis losers qui essaient de se consoler. Quelle scène pathétique! Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de venin. Mais Étienne n'en resta pas là. Il semblait se nourrir de l'humiliation des autres. Pendant que vous deux êtes toujours coincés au même niveau bas qu'avant, moi, je suis président d'une entreprise.
J'ai tout, argent, gloire, succès. C'est presque drôle de voir à quel point rien n'a changé pour vous. Michel ressentit les mots comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait 60 ans et pensait avoir dépassé ce besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Mais là, face à Étienne, tous ses anciens sentiments honte, regret, impuissance revinrent avec une force dévastatrice. André, comme toujours, resta calme. Avec un regard serein, il suggéra qu'il s'éloigne de Étienne. Michel le suivit, mais il savait que quelque chose le retenait encore dans cette dynamique du passé. C'était comme si l'impuissance de cette époque vivait encore en lui. Alors qu'il s'éloignait, André rompit le silence avec une phrase qui semblait porter plus de poids que les paroles de Étienne n'auraient jamais pu. Il n'existe pas de niveau de vie. Chaque personne a son propre chemin, et les comparer n'a aucun sens. Michel s'arrêta et regarda André, surpris par la clarté et la fermeté de ses paroles. Même Étienne, qui avait entendu, sembla déconcerté un instant. Mais il retrouva vite son ton sarcastique. Voilà comment les médiocres justifient leur vie. Si ce n'est pas comme ça, la misère devient insupportable, n'est-ce pas? De ce que je me souviens, tu n'as terminé que le collège. Je parie que tu n'as jamais eu un emploi décent. Étienne souriait comme s'il avait déjà gagné la confrontation, mais ce qu'il ignorait, c'est que, pour la première fois, Michel ressentait qu'il n'était peut-être pas seul dans cette situation. André n'était pas juste une présence du passé, il était un exemple vivant que le temps, utilisé avec sagesse, pouvait transformer la faiblesse en force. Les mots de Étienne étaient comme des lames aiguisées, chacune soigneusement choisie pour blesser, pour afficher sa supposée supériorité. Il savait comment humilier, comment manipuler, et il le faisait avec le même sourire cynique que Michel connaissait si bien depuis leurs années d'école. Mais André était différent. Il semblait être un roc, inébranlable. Il n'y avait ni peur ni colère sur son visage, seulement un calme déconcertant face à l'arrogance de Étienne. « Je ne sais pas ce que tu considères comme un emploi décent, Étienne, répondit André, sa voix ferme mais sereine. Mais je suis fier de la vie que j'ai construite. Je crois avoir accompli ma mission jusqu'au jour où j'ai pris ma retraite. » Étienne, bien sûr, ne laissa pas passer. Il haussa les sourcils et lâcha un rire moqueur, chargé de mépris. Aujourd'hui, seules les personnes de plus de 65 ans prennent leur retraite. Si tu n'es plus sur le marché du travail, c'est parce qu'on t'a viré, non? La preuve que tu n'étais pas utile. Arrête de te mentir. Le rire de Étienne résonna dans la pièce, ce son froid et arrogant que Michel connaissait si bien. C'était le même genre de rire qu'il utilisait à l'école, lorsqu'il s'efforçait d'humilier Michel devant les autres. C'était comme si Étienne avait besoin d'écraser toute trace de valeur qu'il percevait chez les autres, simplement pour nourrir son propre sentiment de supériorité. Avant que Étienne ne puisse continuer, d'autres camarades commencèrent à arriver, et la conversation fut interrompue. Étienne, avec son besoin insatiable d'attention, se concentra rapidement sur eux, endossant le rôle de la star de la soirée. Michel resta là un moment, observant Étienne de loin. Il ressentait encore cette oppression familière dans la poitrine, ce sentiment d'impuissance qui l'accompagnait depuis l'école. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les paroles d'André, prononcées avec tant de calme et de conviction, semblaient avoir laissé une marque. C'était comme si, pour la première fois, Michel commençait à réaliser que Étienne n'était pas aussi puissant qu'il l'avait toujours cru. Le piédestal sur lequel Étienne s'était placé semblait maintenant plus fragile. Après cet épisode initial, la réunion commença à se dérouler plus sereinement. L'arrivée des autres camarades apporta une énergie nostalgique à l'ambiance. Au début, il était difficile de reconnaître certaines personnes. Le temps avait changé leur visage, mais, au fil des présentations, les anciens liens commencèrent à se renouer. Les verres de vin et de bière se remplirent, et avec eux vinrent les histoires du passé. Les rires et les souvenirs emplirent la pièce, transformant la tension initiale en quelque chose de plus chaleureux. Pendant le dîner, Michel était assis à côté d'André, et sa présence rendit ce moment spécial. Les deux hommes parlèrent comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant, partageant leurs histoires sur les détours que la vie avait pris au cours des 40 dernières années. Ils parlèrent de travail, de famille, de rêves réalisés et d'autres laissés en chemin. À l'école, ni Michel ni André n'étaient très bavards. Mais ce soir-là, il semblait que les décennies de silence entre eux s'étaient dissipées. La conversation coulait naturellement, et chaque échange de mots semblait les rapprocher encore plus. André, d'une certaine manière, était une surprise pour Michel. Il avait changé à bien des égards.
Le courage qu'il avait montré en affrontant Étienne était quelque chose que Michel n'avait jamais vu en lui auparavant. Mais il y avait quelque chose chez André qui n'avait pas changé, sa gentillesse et sa sérénité. Ses traits, qui semblaient immuables, apportèrent à Michel un confort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Être aux côtés d'André, après tant d'années, fit réaliser à Michel que certaines connexions survivent au passage du temps. Elles ne se brisent pas, même lorsque la vie prend des chemins différents. Lorsque l'événement touchait à sa fin, Étienne, désinhibé par l'alcool, semblait décidé à transformer la soirée en une scène pour ses réussites. Sa voix, forte et pleine d'arrogance, coupait le brouhaha de la salle. Il s'adressait à tout le monde, mais il était évident que ses principales cibles étaient Michel et André. « Je suis le propriétaire de l'un des hôtels les plus renommés du pays. Je parie que tout le monde ici en a entendu parler, » disait-il avec ce ton prétentieux, presque exigeant des applaudissements. Ses yeux balayaient la salle, mais revenaient toujours sur Michel et André. « Depuis que je suis enfant, j'étais exceptionnel. Tout le monde attendait de grandes choses de moi, mais je pense avoir dépassé toutes les attentes. Vous pouvez être fier de moi en tant que camarade de classe, n'est-ce pas, André ?» C'était une provocation évidente, mais André, imperturbable, répondit avec son calme habituel. « Oui, vraiment impressionnant. » La réponse, bien que neutre, sembla irriter Étienne. Il plissa les yeux et éleva la voix, comme s'il avait besoin de plus d'attention. « Ah, mais ne pensez pas que je vais faire des réductions juste parce qu'on est camarade de classe. Mon hôtel est réservé aux célébrités, vous savez? Bien trop sophistiqué pour ceux qui n'ont ni classe, ni argent. » Sa moquerie était si flagrante qu'elle rendit la salle inconfortable. Il faisait tout pour rappeler à tout le monde que, dans son monde, ils étaient insignifiants. Mais derrière toute cette ostentation, il y avait quelque chose de vide, quelque chose que Michel commençait à remarquer. Pour la première fois, Michel ne ressentit ni honte ni colère. Le Étienne arrogant devant lui ne semblait être qu'une ombre du garçon qui l'humiliait dans la cour de l'école. Malgré tout le succès et l'argent qu'il prétendait avoir, Étienne était encore coincé dans le même comportement enfantin d'il y a des décennies. André, en revanche, était comme une forteresse. Inébranlable, il répondit calmement. « Compris, Étienne. » Michel ne pouvait s'empêcher de se demander où André trouvait tant de force. Comment arrivait-il à garder son calme face à quelqu'un d'aussi provocateur? Alors que Étienne continuait à parler, son ton devenait encore plus exagéré. Il commença à raconter des histoires qui semblaient de plus en plus fantaisistes sur la façon dont il avait atteint le sommet. « Écoutez, être le meilleur du marché, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pensez savoir comment j'ai fait? Je parie que vous n'avez même pas l'imagination pour comprendre. » Son visage, rougi par l'alcool, transpirait un enthousiasme presque troublant. Il semblait se nourrir de la confusion et du malaise autour de lui. Mais ensuite, il alla trop loin. « Vous ne comprenez pas parce que vous avez toujours été des gens ordinaires, prévisibles. Les gens comme moi font bouger les choses. Gérer l'argent est un jeu, et je suis un maître dans ce domaine. Le secret, c'est de savoir manipuler le système, cacher les choses aux bons endroits. Éviter les impôts, c'est juste une question d'intelligence et de courage. Ceux qui n'ont pas le cran pour ça, comme vous, passeront leur vie à payer le prix d'être médiocres. Moi, en revanche, je sais jouer avec les règles, ou plutôt, comment les plier à mon avantage. C'est comme ça que les intelligents arrivent au sommet. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Pendant un instant, la salle fut plongée dans un silence absolu, tandis que chacun assimilait ce qu'il venait d'admettre. L'inconfort était palpable, et Michel ne put s'en empêcher. Il murmura à André, presque incrédule. « Quelle conversation absurde !» C'est à ce moment-là que quelque chose changea en Michel. Sans trop réfléchir, il se leva et, d'une voix ferme, déclara. « Étienne, je pense que tu devrais arrêter cette conversation. » Étienne, bien sûr, ignora l'intervention. Il ria et continua à se vanter, de plus en plus confiant dans sa supposée intouchabilité. Mais, tandis qu'il parlait, Michel remarqua quelque chose de différent. André, assis à côté de lui, observait Étienne avec son calme habituel, mais ses yeux reflétaient autre chose, un passé que Étienne ignorait manifestement. Michel retint autant qu'il put, essayant d'ignorer les provocations de Étienne, mais il y avait une limite. Lorsqu'Étienne recommença à se vanter, avec un ton de plus en plus fort et arrogant, Michel sentit quelque chose en lui se briser. Il ne pouvait plus rester silencieux.
D'une voix ferme, son cri résonna dans la pièce. André est un agent retraité du Direction générale de la sécurité intérieure. C'était comme si le monde entier s'était arrêté. La pièce, autrefois remplie de rires, de conversations et de murmures, plongea dans un silence absolu. Tous les regards se tournèrent vers André, mais ce fut Étienne qui sembla avoir été frappé par un coup invisible. La couleur disparut instantanément de son visage. Lui, qui quelques secondes plus tôt se comportait comme s'il possédait le monde, regardait maintenant André comme s'il était un juge prêt à prononcer une sentence sur sa vie. André, quant à lui, resta calme. Il se leva lentement, avec une tranquillité qui portait un poids impossible à ignorer. Même sans rien dire, sa présence imposait le respect. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était ferme mais sereine, comme celle de quelqu'un habitué à gérer des situations bien plus grandes. Je l'ai déjà dit, je suis fier de ma carrière et de mon engagement envers l'intégrité. Cela n'a pas changé, même après ma retraite. Et, malheureusement, je ne peux pas ignorer ce que j'ai entendu ici ce soir. Je vais prendre les mesures nécessaires. Son regard transperça Étienne, direct et pénétrant, comme s'il calculait déjà les prochaines étapes. Étienne, qui avait toujours cru tout contrôler, semblait soudain petit et sans défense. Il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Pour la première fois, il ne savait pas quoi faire. André commença à rassembler ses affaires, prêt à partir, tandis que Étienne, submergé par la panique, se précipita pour tenter de l'arrêter. Il attrapa le bras d'André, désespéré, sa voix tremblante tandis qu'il suppliait. « Je t'en prie. Nous sommes des camarades de classe. Ce n'était qu'une plaisanterie, quelque chose pour rendre la réunion plus animée. Je ne parlais pas sérieusement, je le jure. Ne fais pas ça. Je t'en supplie. » Mais André resta imperturbable. Ses yeux se fixèrent dans ceux de Étienne, et avec un calme presque effrayant, il répondit. « Tu as toi-même dit que tu ne faisais pas de traitement spécial juste parce que nous sommes camarades de classe, n'est-ce pas? Eh bien, moi non plus. La vérité finit toujours par éclater, Étienne. Au revoir. » Sur ce, André se retourna et quitta la pièce, laissant derrière lui un silence oppressant. Étienne resta là, figé, les yeux fixés sur la porte par laquelle André venait de sortir. Son masque de confiance s'effondra complètement. Quelques minutes plus tard, il tomba à genoux au sol, laissant échapper un cri désespéré qui résonna dans la salle. Non, ça ne peut pas être vrai. Le son de sa lamentation résonna dans la pièce, mais personne ne s'approcha. Les gens se contentaient d'observer, certains choqués, d'autres soulagés de voir enfin quelqu'un confronter Étienne. Quelques jours plus tard, Michel apprit ce qu'il était advenu de Étienne. L'entreprise dont il se vantait tant d'être le fondateur fut ciblée par une importante opération du Direction générale de la sécurité intérieure. Tout avait commencé par une enquête discrète, mais l'arrogance de Étienne cette nuit-là avait accéléré le processus. Ses propres mots, prononcés avec tant de confiance, avaient donné aux agents les indices nécessaires pour creuser plus profondément. Des documents falsifiés, des transactions suspectes et des registres effacés commencèrent à apparaître. Le Direction générale de la sécurité intérieure, armé de mandats de perquisition et de saisie, procéda à une fouille complète de ses bureaux, confisquant ordinateurs, dossiers et même le téléphone personnel de Étienne. Ce fut une opération méticuleuse, menée sur plusieurs mois d'enquête, mais la confession imprudente de Étienne cette nuit-là donna l'impulsion finale. Étienne fut arrêté dans sa luxueuse maison, escorté par des agents tandis que photographes et journalistes se pressaient à l'extérieur. Il tenta de garder son sang-froid, mais les caméras captèrent l'expression de désespoir sur son visage. L'image de l'homme puissant, propriétaire d'un hôtel célèbre, fut remplacée par celle de quelqu'un d'acculé, sans issue. Les nouvelles se répandirent rapidement. Homme d'affaires arrêté pour évasion fiscale dans une opération du Direction générale de la sécurité intérieure, titraient les journaux. L'empire que Étienne avait mis des années à construire s'effondra en quelques jours. Ses comptes furent gelés, ses propriétés saisies, et son nom, autrefois synonyme de prestige, devint associé à des scandales et à la honte publique. Pour Michel, apprendre tout cela fut comme assister à l'effondrement d'un château de cartes. La force que Étienne affichait n'était qu'une façade, soutenue par des pratiques illégales et une arrogance qui l'aveuglait aux conséquences. À cet instant, Michel comprit que la véritable force ne venait ni du pouvoir ni de l'argent, mais de l'intégrité et de la capacité à affronter la vie avec honnêteté. Et tandis que le monde de Étienne s'effondrait, Michel sentit que, finalement, le passé avait trouvé sa justice.
Ce n'était pas une vengeance, mais un sentiment d'équilibre qui semblait depuis longtemps impossible. Étienne était tombé, non seulement par la main de la loi, mais sous le poids de ses propres choix. Quelque temps plus tard, Michel retrouva André, et quelque chose qui le hantait depuis la réunion devait enfin être posé. André semblait si calme, si sûr de lui, et Michel ressentait un besoin presque viscéral de comprendre d'où venait cette force intérieure qu'il admirait tant. « André, comment as-tu réussi à être si fort ? Je veux dire, au lycée, tu n'étais pas le meilleur élève, ni quelqu'un qui semblait avoir ce genre de courage. Qu'est-ce qui t'est arrivé après l'école ?» André esquissa un léger sourire, un de ceux qui cachent des souvenirs difficiles, avant de commencer à parler. L'histoire qu'il raconta fut bien plus marquante que ce que Michel aurait pu imaginer. Quand j'étais à l'école, j'avais un grand ami. Il était constamment harcelé, et je voyais tout se passer, mais je ne faisais rien. J'étais faible, peureux, et cela me rongeait de l'intérieur. Je me sentais comme un échec total. Il fit une pause, ses yeux semblant voyager dans le passé, revivant des moments qui le marquaient encore profondément. Après avoir obtenu mon diplôme, je n'avais ni rêve, ni objectif. Je me sentais complètement perdu. J'ai fini par quitter la maison et, pendant un moment, j'ai vécu dans la rue. Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Je me sentais sans valeur, invisible. Un jour, un policier s'est approché de moi. Il n'a rien fait d'extraordinaire, il a juste parlé avec moi. Mais cela a tout changé. D'une certaine manière, il a réveillé quelque chose en moi. J'ai décidé que je voulais être fort. Je voulais être quelqu'un qui pouvait réparer ce qui est mal et protéger les autres. Je me suis promis que, la prochaine fois que je verrai quelqu'un en difficulté, je serai la personne capable d'aider. Michel resta silencieux, tentant d'absorber ces mots. Mais ce qu'André dit ensuite le prit complètement au dépourvu, comme un coup de réalité inattendu. D'une certaine manière, Michel, c'était à cause de toi. Quand je te voyais souffrir et que je réalisais mon incapacité à agir, cela m'a profondément marqué. Peut-être que sans cela, je n'aurais jamais trouvé mon but. L'impact de ces mots frappa Michel comme un éclair. Il regarda André, tentant de digérer le poids de ce qu'il venait d'entendre. Un nœud commença à se former dans sa gorge. Autant il voulait nier, il savait qu'André était sincère. Finalement, il réussit à murmurer, gêné. « Oh, ne dis pas ça. Je n'ai rien fait. Tu exagères. » Mais André sourit simplement, calme comme toujours. « Peut-être que tu ne le vois pas comme ça, Michel, mais tu as joué un rôle important dans mon parcours. Parfois, les plus grands changements commencent avec les plus petites inspirations. » André éclata de rire, ce rire léger et sincère qui semblait porter une sagesse silencieuse. « Alors, la prochaine fois, je t'apprendrai la self-défense, Michel. Je ne veux pas que tu continues à laisser n'importe qui marcher sur toi. » La phrase, prononcée comme une plaisanterie, toucha Michel d'une manière inattendue. Il y avait quelque chose de plus, caché entre les lignes. C'était une invitation, une promesse, mais aussi une vérité difficile à ignorer. Michel sentit que ces mots avaient été placés là pour briser une barrière qu'il portait depuis des années. À cet instant, quelque chose changea en lui. Pendant si longtemps, il avait porté le poids écrasant de la honte, des regrets et du sentiment d'être trop insignifiant pour faire une différence. Mais André, son vieil ami, lui avait montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour prendre les morceaux brisés de ce qui nous a blessés et les transformer en quelque chose qui nous fait grandir. Michel avait toujours cru qu'à 60 ans, la vie était déjà tracée, comme une route droite, prévisible, sans espace pour de grands détours ou des surprises. Mais cette nuit-là, il réalisa qu'il avait tort. Chaque choix que nous faisons, grand ou petit, laisse des traces qui nous façonnent, et le futur n'a pas besoin d'être une répétition automatique du passé. Peu importe l'âge. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons d'avancer. Lorsque la réunion prit fin et qu'André fit ses adieux, Michel resta là un moment, réfléchissant. Puis, il prit une décision qu'il reportait depuis longtemps. Il ne vivrait plus dans l'ombre du passé. Il décida qu'il voulait devenir quelqu'un dont son jeune lui pourrait être fier. Quelqu'un capable d'affronter les défis sans se cacher, quelqu'un qui se relèverait, même après être tombé. Et, pour la première fois depuis des décennies, Michel sentit que cela était possible. Il sentit que la force qu'il admirait tant chez André pouvait, d'une certaine manière, devenir la sienne également. Alors qu'il regardait André s'éloigner,
Avec cette démarche ferme et assurée, Michel eut une pensée qui résonnerait longtemps dans son esprit. Certaines retrouvailles changent tout. Et celle avec André fut, sans aucun doute, l'un de ces moments. La vie ne consiste pas à avoir tout planifié ou à vivre sans erreur. Elle consiste à ce que nous faisons avec ce qui nous arrive, au courage de réécrire notre histoire, peu importe notre âge ou le temps écoulé. Car, au final, la véritable force réside dans l'apprentissage, la croissance et l'avancée avec intégrité. Et, comme Michel l'a découvert cette nuit-là, certaines retrouvailles ont vraiment le pouvoir de tout changer. Essayer de réussir dans la vie de la mauvaise manière peut sembler facile au début, mais la vérité, c'est que cela finit toujours par vous rattraper. Quand nous construisons sur des mensonges ou des tromperies, tôt ou tard, tout s'effondre, et le poids des mauvais choix nous écrase. Ce qui compte vraiment, c'est de vivre avec honnêteté, la tête haute, en sachant que chaque réussite vient de nos efforts et du fait d'avoir fait ce qui est juste. La vie apportera toujours des défis, des surprises et même des moments difficiles, mais il n'est jamais trop tard pour changer, pour essayer de devenir une meilleure personne. Chaque jour est une nouvelle chance de faire des choix qui comptent vraiment, de vivre avec dignité et d'avoir le courage d'affronter ce qui nous attend. Car, au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous possédons, mais comment nous vivons et comment nous traitons les personnes autour de nous. Avez-vous aimé les rebondissements de cette histoire? Connaissez-vous quelqu'un qui méprisait les autres et a fini par en payer le prix? Racontez-le-moi dans les commentaires. J'ai adoré que vous soyez restés jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Un grand merci et à très bientôt.